Pendant plus d'un siècle, une immense bataille a secoué les terres du Maghreb. D'un côté, les cavaliers arabes porteurs de l'étendard de l'islam et de l'empire naissant, de l'autre, les tribus berbères enracinées dans leurs montagnes, leurs coutumes et leur farouche indépendance. Ce que l'on appelle aujourd'hui la conquête islamique du Maghreb fut tout sauf une conquête rapide et triomphante. C'était une guerre dure et prolongée, rythmée par des trahisons, des soulèvements spectaculaires et incarnée par des figures légendaires comme Kosseila et la Kaïna. Mais que s'est-il vraiment passé entre le 7e et le 8e siècle? L'islamisation du Maghreb fut-elle librement consentie ou imposée par l'épée et l'impôt? Pourquoi les Berbères, après avoir hésité farouchement, sont-ils devenus les premiers soldats de l'expansion islamique vers l'Espagne? Et surtout, comment ce processus a-t-il marqué durablement les tensions identitaires qui traversent encore aujourd'hui l'Algérie et d'autres pays du Maghreb entre arabité et berbérité? Dans cet épisode, on plonge au cœur d'un siècle de feu et de sang. Un siècle qui a façonné dans la douleur l'identité d'un continent. Bienvenue dans l'histoire sans complexe. Après la mort de Mahomet en 632, les premiers califes appelés les califes bien guidés lancent une série de conquêtes militaires qui vont rapidement transformer un petit état tribal du désert en un empire s'étendant sur 3 continents. En moins d'un siècle, les armées musulmanes conquièrent la Syrie, l'Égypte, la Perse, l'Afrique du Nord et finissent par atteindre les rivages de l'Atlantique. Du point de vue musulman, cette expansion n'est pas simplement une stratégie de puissance ou un hasard militaire. Elle est interprétée comme un mandat divin. Le Coran contient plusieurs versets incitant les croyants à combattre les infidèles pour étendre la dîn, la religion d'Allah. Cette lutte est appelée djihad, un mot qui signifie effort, mais qui, dans ce contexte, prend une signification militaire, combattre pour Dieu. La conquête n'est donc pas seulement une affaire d'épée, mais aussi de foi. Les guerriers musulmans croient qu'ils sont investis d'une mission sacrée, propager la vérité de l'islam au peuple encore dans l'erreur selon leur conception religieuse. La conquête n'est pas une progression linéaire ni facile. Les armées arabes doivent affronter une forte résistance locale, notamment celle des Berbères, peuples autochtones bien implantés, souvent organisés en tribus et maîtrisant parfaitement le terrain montagneux et désertique. À la veille de la conquête arabe, le Maghreb ne forme pas une entité politique ou culturelle homogène. Ce vaste territoire, s'étendant de l'actuelle Libye jusqu'à l'Atlantique, constitue une périphérie du monde méditerranéen, à la marge des grands empires. Son histoire récente est marquée par la domination romaine, puis byzantine à l'est, et par une autonomie tribale persistante à l'ouest. Ce déséquilibre géographique structure durablement l'espace nord-africain. L'Ifriqiya, correspondant à l'actuelle Tunisie et à l'ouest de la Libye, est profondément marquée par des siècles d'occupation romaine. Elle dispose d'un réseau urbain développé, d'infrastructures agricoles avec par exemple des aqueducs, des grands greniers à grains, des routes plutôt bien construites et d'une population majoritairement sédentaire. Les villes comme Carthage, Hadrumète ou Leptis Mania jouent le rôle de centres administratifs, commerciaux et religieux. Cette région reste, même après l'effondrement de Rome, sous contrôle byzantin, avec une présence militaire et une administration qui est bien structurée. En revanche, à mesure que l'on progresse vers l'ouest, donc c'est-à-dire vers l'actuelle Algérie et surtout vers l'actuel Maroc, les traces de la romanisation s'estompent de plus en plus, à part sur la côte. Le monde berbère y reste largement rural et pastoral. Les populations vivent dans des confédérations tribales, pratiquant la transhumance et organisées autour des liens de lignage. Il n'existe pas, en fait, d'État centralisé. Le pouvoir repose sur des chefs de tribus et les alliances sont temporaires, souvent dictées par des intérêts défensifs ou alors économiques.
la sédentarisation est encore marginale, cantonnée à quelques cités côtières ou à des oasis commerçantes. Ethniquement, le Maghreb est dominé par les populations dites berbères, elles-mêmes divisées en de nombreuses branches, avec les Zenata, les Sanadja, les Masmouda. Ces groupes se distinguent par leur dialecte, leur mode de vie, soit nomade, semi-nomade ou sédentaire, et leur implantation géographique. Cette fragmentation rend toute unification politique extrêmement difficile. Sur le plan religieux, l'empreinte chrétienne est forte dans les régions romanisées. Le christianisme introduit sous l'Empire romain y est devenu majoritaire, notamment en Ifriqiya, où l'Église africaine a produit de grandes figures comme Tertullien, Cyprien ou encore le fameux Saint Augustin. Mais cette Église est elle-même divisée, notamment avec l'apparition du schisme donatiste, très influent chez les Berbères qui rejetaient la hiérarchie catholique officielle. En parallèle, le judaïsme est solidement implanté, notamment dans les oasis et les zones commerçantes, formant des communautés souvent bien intégrées économiquement. Enfin, les régions les plus éloignées des côtes et de l'autorité impériale romaine ou byzantine, il y réside des formes résiduelles de polythéisme berbère qui existent encore probablement, mais qui sont quand même assez mal documentées dans les sources. La géographie du Maghreb, entre chaînes montagneuses comme l'Atlas, les zones désertiques, le Sahara et les côtes irrégulières, renforce encore plus la fragmentation. Les tribus berbères sont profondément attachées à leur autonomie. Les solidarités se nouent à petite échelle, au niveau du lignage, du clan, de la tribu. Les confédérations ne durent que tant que subsiste une menace extérieure ou un profit commun. Il n'y a ni langue commune, le latin ne s'est pas imposé durablement hors des villes, ni pouvoir religieux centralisateur, ni capitale pouvant jouer justement ce rôle d'unification. En somme, le Maghreb d'avant la conquête arabe est un monde éclaté. À l'est, une région intégrée, urbanisée, romanisée et chrétienne, et à l'ouest, un espace beaucoup plus tribal, rural, indépendant, marqué par une diversité linguistique, religieuse et politique. Cette fragmentation à la fois territoriale, culturelle et religieuse rend difficile toute résistance unifiée à un conquérant extérieur très bien organisé et porteur d'un projet impérial cohérent. C'est précisément sur ces failles que les Arabes vont bâtir leur succès. Si vous en êtes encore là, à ce stade de l'épisode, c'est que ce podcast vous plaît, non ? Alors soyons clairs, vous êtes officiellement membre de la confrérie des passionnés d'histoire. Et qui dit confrérie, dit devoir sacré. Votre mission est la suivante. Premièrement, vous abonner à la chaîne. Alors c'est gratuit, promis, même en période d'inflation. Deuxièmement, laissez un like pour dire à l'algorithme « Oui, ce contenu mérite d'exister ». Et troisièmement, un petit commentaire, même un simple smiley ou un tout petit message, c'est tout bête, mais ça change tout pour le référencement. C'est grâce à vous que je peux continuer à raconter ces récits, à faire revivre notre histoire commune. Et franchement, quand je vois vos retours, vos likes, vos abonnements, ça me donne juste envie de creuser encore plus loin. Alors merci d'être là et bonne écoute à vous. La conquête arabe du Maghreb s'inscrit dans un mouvement plus large, celui de l'expansion islamique entamée au 7e siècle après la mort du prophète Mahomet en 632. En quelques décennies, les armées arabes balayent deux empires millénaires, l'empire byzantin et l'empire sassanide, et étendent leur domination donc de l'Arabie jusqu'aux confins du Maghreb. Cette rapidité et cette efficacité s'expliquent par plusieurs dynamiques qui sont complémentaires entre elles. Alors la première dynamique, c'est ce qu'on appelle l'asabiyya, c'est-à-dire une solidarité tribale au service de la conquête. Au cœur de la puissance arabe se trouve un principe sociologique fondamental décrit par Ibn Khaldoun, dont je vais parler plusieurs fois étant donné que c'est l'un des plus grands historiens médiévaux, on va dire, des conquêtes arabes. Donc ce concept, comme je l'ai dit, c'est l'asabiyya.
terme que l'on peut traduire par esprit de corps tribal. C'est une forme de cohésion fondée sur la solidarité familiale élargie, la loyauté au chef, le respect de la hiérarchie et la répartition équitable du butin. Dans les sociétés bédouines de l'Arabie, ce lien tribal n'est pas seulement social, il est aussi militaire et politique. Par exemple, les tribus Quraïchites de la Mecque, initialement hostiles à Mahomet, deviennent, après leur conversion, les piliers de l'élite conquérante sous les premiers califes. Les conquêtes sont organisées par tribus, chaque clan recevant une part du butin en échange de son engagement militaire. Cette logique assure une motivation constante pour la guerre et une discipline collective sans qu'il soit nécessaire de recourir à une armée de métier coûteuse. Les troupes arabes se distinguent par leur mobilité exceptionnelle. Montés sur des chevaux légers et des chameaux, les soldats peuvent parcourir rapidement de vastes distances en terrain difficile. Contrairement aux armées lourdes byzantines ou perses, qui sont souvent très lentes et dépendantes de lignes d'approvisionnement fixes, les Arabes avancent vite, frappent fort et se replient sans s'enliser. C'est ainsi qu'en 642, à la bataille de Nahavand, les Arabes infligent une défaite décisive aux Sassanides et ouvrent la route de l'Iran. De la même manière, en 647, ils lancent leur première incursion en Ifriqiya, c'est-à-dire en Tunisie, atteignant Sbeitla. Même si cette expansion reste ponctuelle, elle montre déjà leur capacité à frapper loin de leur base. L'autre moteur fondamental de l'expansion arabe est évidemment la dimension religieuse. L'islam tout juste né est porteur d'un message universel. Il ne s'agit pas d'une conquête ethnique, mais d'une mission spirituelle. Le djihad, effort pour la cause de Dieu, devient à la fois une motivation militaire et une justification morale de la guerre. Cette fusion entre guerre et foi permet aux conquérants d'intégrer facilement les populations soumises. La conversion à l'islam offre protection, exonération d'impôts spécifiques comme la jizya et parfois accès à la carrière militaire ou administrative. Ainsi, l'islam devient une forme d'ascension sociale. En Égypte, par exemple, des populations coptes, c'est-à-dire les chrétiens qui étaient présents en Égypte à l'époque, les coptes convertis, s'intègrent progressivement à la société islamique, tout comme cela se produira plus tard avec les Berbères. À cette force religieuse s'ajoute une unification linguistique. La langue arabe, langue du Coran, devient langue de l'administration, de la justice et de l'armée. Elle permet à l'État islamique de fonctionner sur de vastes territoires autrefois multilingues. Ce phénomène est visible dès le califat d'Abd al-Malik à la fin du 7e siècle, qui impose l'arabe dans tous les documents officiels et pièces de monnaie. Ce choix linguistique joue un rôle central dans l'unification des peuples conquis. Il crée une culture commune, facilite la centralisation du pouvoir et renforce l'idée d'appartenance à un même monde islamique. C'est cette stratégie qui sera appliquée au Maghreb, notamment à travers la fondation de Kérouan en 670, première ville arabe d'Afrique du Nord, centre militaire, religieux et linguistique. En résumé donc, on peut dire que la conquête arabe ne repose pas sur une supériorité technique, mais sur une formidable synergie entre solidarité tribale, donc ce qu'on a appelé la Asabia, la mobilité militaire, l'universalité religieuse et l'unification linguistique. Ces dynamiques combinées permettent aux Arabes, en l'espace d'une génération, de soumettre des régions pourtant bien plus riches et peuplées et d'y implanter un ordre politique et spirituel durable. Le Maghreb, éclaté et divisé, va progressivement entrer dans cette orbite par le même processus. Si la puissance arabe semble irrésistible au moment de sa progression vers l'ouest, la conquête du Maghreb se heurte à une résistance farouche, principalement portée par les populations berbères. Ces affrontements révèlent un choc non seulement militaire, mais aussi culturel, politique et religieux. Les Arabes arrivent en conquérant, porteurs d'une religion nouvelle, d'une langue étrangère et d'un modèle politique centralisé. Face à eux, les Berbères, très attachés à leur autonomie tribale,
voient dans cette expansion une menace directe pour leur liberté. Les tribus berbères, habituées à une vie indépendante, refusent l'intégration dans un système impérial qu'elles ne contrôlent pas. Les impôts exigés par les califes, l'arabisation des élites locales et les discriminations ressenties par les convertis berbères au sein de la société islamique nourrissent un ressentiment tenace. De plus, les berbères ont leur propre tradition religieuse. Certains sont chrétiens, souvent donatistes, d'autres juifs, et d'autres encore continuent à pratiquer des formes de polythéisme ou de spiritualité locale. L'islam arrive donc comme une force d'unification, mais aussi comme une rupture radicale avec des pratiques anciennes profondément enracinées. Face à ces résistances et au besoin de consolider leur présence, les Arabes décident de fonder une nouvelle ville, Kairouan, en 670, dans le centre de l'actuelle Tunisie. Cette fondation est l'œuvre du général Uqba ibn Nafi, commandant omeyyade, chargé de la conquête de l'Afrique du Nord. Kairouan n'est pas une cité ordinaire. Elle est pensée comme une base militaire permanente, loin de la mer pour éviter notamment les incursions byzantines, et proche des routes caravanières pour être alimentée correctement. Elle devient rapidement une garnison fortifiée, un centre religieux, avec la fondation notamment de la grande mosquée, et donc un point d'appui logistique. Elle incarne la volonté de pérenniser la présence arabe en terre berbère et marque le début d'une implantation durable. À partir de Kairouan, les expéditions se poursuivent vers l'ouest, mais malgré les victoires initiales, les troupes arabes ne peuvent éviter un choc frontal avec une figure de la résistance berbère, Koseila. Koseila ou Kusaïla, dont le nom est d'origine berbère, est le chef des Zaoraba, une puissante tribu berbère du Maghreb central. Il est décrit dans les sources arabes comme un chrétien, probablement rattaché à l'église africaine donatiste, et un guerrier expérimenté déjà respecté avant l'arrivée des Arabes. Sa position est délicate. Il appartient à une société tribale autonome, mais confrontée à l'irruption d'un empire en pleine conquête. Dans un premier temps, Koseila choisit de coopérer avec les Arabes, notamment avec Uqba ibn Nafi. Il les accompagne même dans certaines campagnes, ce qui montre qu'il espérait sans doute négocier une forme d'autonomie locale en échange de sa collaboration. C'est une stratégie fréquente dans les sociétés tribales face à un empire conquérant, collaborer pour peser de l'intérieur. Mais cette alliance va tourner court. Selon plusieurs récits, Koseila est publiquement humilié par Uqba. Le général omeyyade, certain de sa supériorité, le place derrière ses soldats musulmans lors des processions, le traite comme un vassal subalterne et refuse de lui accorder une reconnaissance politique. Ce comportement est non seulement une insulte personnelle, mais aussi une attaque contre l'honneur de sa tribu. Dans une société berbère où le prestige personnel et tribal est central, cette humiliation est inacceptable. Koseila décide alors de rompre son alliance et de retourner ses forces contre les Arabes. Vers 683, Koseila prépare sa riposte. Il réussit un exploit politique, fédérer plusieurs tribus berbères, chrétiennes et païennes en unissant les Zaoraba à d'autres groupes des Aurès et des Hautes Plaines. C'est dans la région de Tahuda, au sud-est de l'actuelle Algérie, qu'il tend une embuscade à Uqba ibn Nafi, qui revient alors de l'ouest du Maghreb après avoir atteint l'Atlantique. L'armée arabe, fatiguée, est tirée et peut préparer un combat frontal dans une région montagneuse et surprise et submergée. Uqba et sa garde personnelle sont exterminés. La ville de Kairouan, bastion stratégique et religieux des Arabes en Ifriqiya, est même abandonnée temporairement, preuve de l'ampleur de la défaite. Cette victoire de Koseila n'est pas un simple succès militaire. Elle marque le premier grand échec stratégique des Arabes en Afrique du Nord. Elle révèle que la conquête ne sera pas une marche triomphale, mais une série de campagnes complexes marquées par des retournements d'alliances, des résistances locales solides
et une géopolitique fragmentée. Après sa victoire, Kosella contrôle une grande partie de l'Ifriqiya, incluant les régions autour de Kérouan. Il devient le chef incontesté d'un front berbère. Pendant environ 5 ans, il maintient cette position, gouvernant comme un chef indépendant et organisant la résistance contre de nouvelles incursions arabes. Son autorité dépasse même les cercles chrétiens. Des tribus non chrétiennes le reconnaissent comme leader militaire, preuve de son charisme et de ses qualités stratégiques. Cependant, cette domination reste quand même très fragile. Vers 688, les Omeyyades reprennent l'offensive. Un nouveau général, Hassan ibn al-Numan, est envoyé avec une armée plus nombreuse et mieux préparée. Kosella est finalement tué au combat. Son royaume éphémère disparaît, mais son rôle restera crucial dans l'histoire des débuts de la conquête arabe. Il a prouvé que la résistance berbère pouvait s'organiser, frapper fort et retarder durablement l'islamisation du Maghreb. Après l'épisode de Kosella, vient celui de la Kaïna. La Kaïna, de son vrai nom probablement Diya, appartient à la tribu des Jarawa, branche des Berbères zénètes installés dans la région montagneuse des Aurès, au cœur de l'actuelle Algérie orientale. Cette zone difficile d'accès constituait un bastion naturel pour les résistances face aux envahisseurs. Après la mort de Kosella, qui avait infligé donc une lourde défaite aux Arabes en 682, la Kaïna devient la figure centrale de la deuxième grande phase de résistance berbère, entre environ 690 et 702. Face à la reconquête omeyyade menée par Hassan ibn al-Numan, elle incarne la dernière grande opposition à l'islamisation du Maghreb. La Kaïna, issue des Jarawa, une des principales tribus des Aurès, donc réussit à surmonter ces divisions grâce à un triple capital, religieux, politique et militaire. D'abord, son autorité spirituelle lui permet de parler au nom d'une tradition berbère ancienne, enracinée dans la terre et les ancêtres, ce qui lui donne une légitimité que les chefs de guerre seuls ne possèdent pas. Ensuite, elle use de son charisme personnel pour rassembler les élites locales autour d'une cause commune, défendre les terres, les traditions et la liberté face à un pouvoir perçu comme étranger, dominateur et convertisseur. Elle convainc ainsi les tribus chrétiennes des Hautes Plaines, les clans juifs de certaines oasis et même des groupes païens du nord du Sahara de suspendre leurs querelles et de combattre tous ensemble. Ce rassemblement repose non pas sur une fusion idéologique ou religieuse, mais sur une alliance tactique fondée sur une menace commune, la destruction de leur structure traditionnelle par l'administration arabe, par l'imposition d'impôts nouveaux, comme la jizya pour les non-musulmans, et la subordination politique sous un gouverneur arabe dépendant du calife de Damas. En fédérant ainsi des groupes culturellement hétérogènes, la Kaïna montre une intelligence politique rare. Elle ne cherche pas à unifier par la contrainte, mais en respectant les identités religieuses de chacun, en se posant comme garante d'un ordre ancien contre un impérialisme nouveau. Cette stratégie transforme une multitude de résistances locales en une véritable coalition régionale capable non seulement de tenir tête aux Arabes, mais de les repousser pendant plusieurs années. Hassan ibn al-Numan est un général envoyé par le califat omeyyade avec une mission claire: achever la conquête du Maghreb et soumettre les derniers foyers de résistance berbères. Après la reprise de Carthage aux Byzantins, il se tourne vers l'intérieur des terres, convaincu que l'Ifriqiya peut désormais être pacifié.
mais il sous-estime la capacité d'organisation des populations montagnardes de l'Aurès et surtout l'autorité de celle qui les dirige, la Caïna. Entre 695 et 698, le général pénètre dans les montagnes de l'Aurès avec une armée plutôt bien équipée, mais confronté à un terrain extrêmement difficile, à des lignes de communication très longues et à une population très hostile. La Caïna connaît parfaitement ce territoire. Elle l'utilise comme élément central de sa stratégie. Les cols étroits, les forêts, les vallées encaissées deviennent des pièges pour l'armée arabe, peu adaptée à la guerre en terrain escarpé. Face à cette armée étrangère, la Caïna ne se contente pas d'une défense passive. Elle prend l'initiative, harcèle les troupes ennemies, coupe leurs voies d'approvisionnement et frappe par surprise. C'est une guerre d'usure et de connaissance du terrain dans laquelle elle excelle. Finalement, elle réussit à infliger une défaite majeure à Hassan ibn al-Numan, sans doute dans une zone entre l'Aurès et les Hautes Plaines. Cette défaite est un choc pour les Omeyyades. Le général est contraint de se replier jusqu'à Kairouan, abandonnant momentanément ses projets de conquête. Ce recul marque le sommet de la puissance de la Caïna. Elle contrôle alors une large portion du Maghreb oriental, des montagnes de l'Aurès aux abords de l'Ifriqiya. Elle y exerce un pouvoir politique réel en distribuant les rôles, en rendant la justice selon les coutumes berbères et en assurant la défense du territoire. Le surnom de Caïna, qui signifie littéralement devineresse ou prophétesse en arabe, n'est pas anodin. Il ne s'agit pas d'un simple titre honorifique. Il révèle à la fois la fascination, l'incompréhension et l'hostilité qu'elle suscite dans les sources arabes postérieures. Pour les chroniqueurs musulmans médiévaux, majoritairement hommes, souvent juristes ou théologiens, l'image d'une femme dirigeant une coalition militaire et religieuse est profondément perturbante. Dans leurs univers mental, fondés sur un ordre patriarcal bien défini, le pouvoir est masculin, qu'il soit politique, militaire ou spirituel. Ne pouvant expliquer autrement son autorité et son influence, ils ont recours à une rationalisation surnaturelle. La Caïna est qualifiée de sorcière, d'idolâtre ou de possédée, des accusations qui ont historiquement servi à délégitimer les figures féminines puissantes. Ces descriptions visent à réduire sa légitimité au rang de magie ou d'imposture, justifiant par avance sa mise à mort. Ce procédé est classique dans les récits de conquête. On diabolise l'ennemi pour masquer l'échec et surtout on occulte l'humiliation profonde qu'a représenté le fait d'être vaincu par une femme. C'est exactement ce qu'ont pu faire les Anglais par exemple avec la figure de Jeanne d'Arc. Mais cette vision négative trahit également un choc culturel entre deux modèles de société. Dans le monde arabe et plus encore dans l'univers omeyyade du 7e siècle, les femmes sont exclues du commandement militaire et de l'autorité politique. Leur rôle est circonscrit à la sphère domestique ou, dans certains cas, à l'influence discrète dans les cercles familiaux. Une femme chef de guerre, stratège, meneuse de tribus, c'est une anomalie qui ne peut être tolérée sans être disqualifiée. À l'inverse, la tradition berbère accorde, dans certaines conditions, une place de premier plan aux femmes. Si les sociétés berbères restent globalement patriarcales, elles reconnaissent néanmoins à certaines femmes issues de lignages prestigieux, notamment dans les sociétés matrilinéaires ou fortement ancrées dans une tradition religieuse locale, la possibilité d'accéder à des fonctions de commandement. Ces femmes peuvent être chefs de clan, guérisseuses ou prêtresses, investies d'une autorité spirituelle qui les place au cœur de la décision collective. Ce modèle social autorise des figures d'exception, et la Caïna en est l'illustration la plus éclatante. En elle se cristallise un leadership féminin enraciné dans la culture berbère, qui ne cherche pas à imiter le modèle masculin du pouvoir, mais s'enracine dans une autorité spirituelle, charismatique et traditionnelle, maintenant une séparation des rôles. Il ne faut pas tomber ici dans une lecture anachronique, teintée d'une vision égalitariste très moderne. C'est précisément cette singularité qui heurte les Arabes et les pousse à la décrédibiliser, car elle incarne non seulement une résistance militaire,
mais aussi un contre-modèle de société. En ce sens, la peur qu'elle inspire ne vient pas uniquement de ses victoires, mais de ce qu'elle représente. Une autre manière d'exercer le pouvoir, de penser la légitimité et d'organiser la société. Vers 702, après plusieurs années de résistance efficace et de domination sur une grande partie du Maghreb oriental, la Kaïna subit l'assaut décisif de la reconquête omeyyade, menée de nouveau par le général Hassan ibn al-Numan. Cette fois, avec une armée renforcée, mieux préparée et plus déterminée. Les troupes arabes, tirant les leçons de leur défaite précédente, évitent cette fois les pièges des montagnes et engagent un long processus d'usure visant à affaiblir progressivement les forces berbères, à couper leurs soutiens tribaux et à reprendre morceau par morceau le contrôle du territoire. Face à cette pression, la Kaïna continue de se battre avec acharnement, mais la coalition qu'elle avait formée commence à se fragmenter. L'épuisement des ressources, la lassitude des combats et la crainte croissante d'une répression à venir poussent certaines tribus à faire défection ou à négocier leur ralliement. C'est dans ce contexte de résistance isolée mais sans capitulation que la Kaïna livre son dernier combat dans une bataille dont le lieu exact reste incertain, peut-être dans les contreforts de l'Aurès. Les récits divergent sur sa fin. Certains affirment qu'elle meurt au combat, les armes à la main, fidèle jusqu'au bout à son image de chef de guerre refusant la soumission. D'autres traditions racontent qu'elle se donne la mort, refusant l'humiliation de la capture, un acte cohérent avec l'honneur tribal berbère qui valorise la mort libre plutôt que la captivité. Cette version est renforcée par la tonalité héroïque que prendra sa mémoire dans les siècles suivants. Un autre récit, rapporté notamment par des chroniqueurs arabes, affirme qu'elle aurait confié ses fils au général omeyyade en leur demandant de se convertir à l'islam pour sauver leur vie et assurer leur avenir. Ce geste, loin d'être une trahison, révèle une forme de lucidité politique remarquable. Consciente que la conquête islamique est désormais inéluctable, elle choisit de préserver sa descendance en leur permettant d'intégrer le nouvel ordre impérial plutôt que de les condamner à une mort certaine. Par cette décision, elle montre qu'elle ne se bat pas pour le simple refus d'un pouvoir étranger, mais pour la défense d'un monde. Et lorsque ce monde s'effondre, elle agit en mère et stratège, pensant à l'avenir plutôt qu'au seul honneur immédiat. Cette fin tragique, qu'elle soit par l'épée ou par un choix libre, marque la conclusion symbolique d'un chapitre de l'histoire du Maghreb, celui des résistances pré-islamiques à l'expansion arabe. Mais loin d'effacer sa mémoire, sa disparition renforce son statut de figure légendaire. Femme de guerre et de foi, à la fois héroïne nationale, martyre d'une civilisation et incarnation d'un pouvoir féminin que même la mort n'aura pas pu faire taire. Parallèlement à tout cela, ce n'est qu'après la reprise de la conquête à partir de 695, sous l'impulsion du général Hassan ibn al-Numan, que les Arabes parviennent à établir une présence durable en Ifriqiya. La prise de Carthage, que j'ai mentionnée, donc en 698, arrachée aux Byzantins après une campagne acharnée, met fin à plusieurs siècles de domination romano-byzantine sur la façade méditerranéenne du Maghreb. Cette victoire est essentielle. Elle offre aux Arabes un port stratégique, un accès consolidé à la mer, et surtout, elle anéantit toute possibilité de reconquête chrétienne. Carthage détruite, l'infrastructure impériale byzantine s'effondre. Cependant, la domination des Arabes sur le Maghreb ne va pas se faire sans mal. Ils vont devoir affronter de nombreux obstacles et révoltes. Une fois les territoires conquis, se pose la question de l'intégration et la construction d'une société commune entre Berbères et Arabes. Se pose alors la question religieuse et de l'intégration sociale. La soumission militaire des grandes figures de la résistance berbère telles que Kosselah et la Kaïna ouvre la voie à un tournant décisif dans l'histoire du Maghreb, celui d'un processus progressif de conversion à l'islam suivi d'une intégration politique et militaire des élites locales dans le système impérial arabo-musulman. Cette transition ne se fait ni par la force seule, ni par simple adhésion religieuse. Elle repose sur une combinaison complexe de coercition, opportunisme et pragmatisme tribal. Après la répression des dernières résistances,
les Arabes comprennent que pour stabiliser durablement le Maghreb, il ne suffit pas de le soumettre, il faut gagner les élites berbères. Cela passe par leur intégration dans les structures militaires du califat, notamment dans les armées de conquête. C'est dans ce contexte qu'en 711, les troupes envoyées pour envahir l'Espagne sont dirigées par Tariq ibn Ziyad, lui-même d'origine berbère, et que la majorité des soldats sont issus des tribus islamisées du Maghreb. Cette campagne ibérique marque un tournant identitaire. D'un côté, elle démontre que les berbères convertis à l'islam peuvent accéder à des postes de responsabilité et participer aux entreprises impériales. De l'autre, elle inscrit leur présence dans un cadre géopolitique islamique global. Ce rôle dans la conquête de l'Andalousie est central, car il scelle leur appartenance à une Oumma, c'est-à-dire à la communauté musulmane, désormais transcontinentale. Ibn Khaldoun, au XIVe siècle, donc l'historien musulman, revient sur cet épisode en soulignant qu'avant leur islamisation, les Berbères formaient un ensemble de tribus éclatées sans réelle unité politique ou culturelle. Ce n'est qu'en adoptant l'islam et en participant à la grande aventure impériale qu'ils deviennent ce que l'on peut appeler un peuple au sens fort, c'est-à-dire un groupe reconnu, identifié et intégré dans une histoire commune. L'islam devient alors, selon cette vision, le ciment d'une identité collective qui transcende les différences ethniques, religieuses et régionales qui divisaient auparavant les groupes berbères. Mais cette unification ne signifie pas disparition. Les berbères gardent leur langue, coutumes et structures tribales, tout en les articulant peu à peu avec la culture islamique. Cela donne naissance notamment à une forme d'islam maghrébin, mêlant pratiques locales et références coraniques qui se développera au fil des siècles avec ses particularités, mysticisme soufi, tradition juridique hybride et forte autonomie régionale. Ainsi, la conversion à l'islam ne marque pas seulement une soumission religieuse, elle ouvre un chemin d'intégration, de reconnaissance et de transformation. Les Berbères ne sont plus seulement les vaincus de la conquête, ils deviennent des acteurs de la civilisation islamique, à la fois enracinés dans leur territoire et insérés dans un monde plus vaste. C'est cette dynamique qui fonde, selon l'historien Ibn Khaldoun qui écrit pour justifier les conquêtes et justifier la domination des autres peuples. Donc, c'est cette dynamique qui fonde l'entrée des Berbères dans l'histoire impériale islamique comme peuple à part entière, selon la vision d'Ibn Khaldoun. À partir du 8e siècle, une fois les grandes résistances écrasées et la plupart des tribus converties à l'islam, les Berbères deviennent pleinement impliqués dans la dynamique impériale du califat omeyyade puis abbasside. Leur participation est réelle, notamment dans le domaine militaire et territorial. Comme je l'ai dit, ils jouent un rôle majeur dans la conquête de l'Espagne notamment. Le pouvoir califal tire profit de cette main-d'œuvre guerrière nombreuse, mobile et expérimentée en l'intégrant dans les campagnes d'expansion islamique. Mais cette intégration est souvent inégalitaire et conflictuelle. Malgré leur conversion, les Berbères sont tenus à l'écart des centres de décision. L'administration reste dominée par une élite arabe qui monopolise les postes de gouverneurs, de juges et de précepteurs d'impôts. Les Berbères convertis sont parfois encore soumis à des prélèvements fiscaux injustes, comme si leur foi était suspecte ou incomplète. Ils restent exclus du butin, maltraités dans l'organisation des campagnes et humiliés dans les rapports sociaux. Cette hiérarchie ethno-politique est à la source de tensions profondes. Les Berbères islamisés refusent d'être considérés comme des musulmans de second rang. C'est dans ce contexte que se développe leur adhésion à des courants religieux dissidents, en particulier le kharidjisme. Cette doctrine, apparue à la suite des premières guerres civiles de l'islam, prône une vision égalitaire et rigoriste. Tout musulman sincère peut être imam, quelle que soit son origine ou son appartenance tribale. Cette idée séduit fortement les Berbères, car elle légitime à la fois leur foi propre et leur revendication d'autonomie. Le kharidjisme devient alors un outil à double usage. Il sert à rallier les tribus dans une même foi, mais aussi à justifier la révolte contre le califat,
considéré comme corrompu et illégitime. Il incarne une rupture théologique et politique avec l'ordre impérial arabe tout en s'inscrivant dans l'islam. C'est précisément ce mélange entre fidélité religieuse et opposition politique qui fait du kharidjisme un vecteur puissant de mobilisation dans le Maghreb. En ce sens, la domination arabe ne repose pas seulement sur la force militaire mais aussi sur une stratégie d'intégration sélective. Certains chefs berbères sont cooptés, enrôlés et promus localement à condition d'accepter leur rang subalterne dans l'ordre impérial. Cette intégration asymétrique produit un système instable où la participation va de pair avec le ressentiment. Il en résulte une tension permanente entre le centre, qui est arabophone, sunnite, orienté vers le califat, et les périphéries, c'est-à-dire ici donc les berbères, les tribalistes, et parfois aussi donc les islamistes hétérodoxes comme les kharidjistes. Tout cela entraîne des tensions qui marquent durablement l'histoire du Maghreb islamique. Ainsi, les berbères, bien qu'islamisés, ne cessent de naviguer entre insertion et révolte, entre adhésion aux principes religieux de l'islam et refus de domination politique arabe. Cette dualité forge une identité particulière, où l'islam est pleinement assumé, mais où la mémoire de la conquête, de l'humiliation et de l'exclusion continue de nourrir des mouvements autonomistes religieux et politiques. Face à l'ensemble de ces problèmes, la grande révolte berbère de 739 à 742 est un moment clé de l'histoire du Maghreb islamique, car elle révèle la profondeur du ressentiment des populations locales face à la domination arabe. Contrairement à une vision simpliste d'une islamisation rapide et consentie, cette insurrection massive témoigne de la résistance violente des tribus berbères, pourtant déjà converties à l'islam pour beaucoup d'entre elles, mais exclues des privilèges politiques et fiscaux du nouveau pouvoir. Donc les Berbères, il faut recontextualiser, ils avaient participé donc aux conquêtes d'Espagne, ils formaient la majorité des troupes de Tariq ibn Ziyad, et sans eux, la victoire islamique en Al-Andalus n'aurait pas été possible. Cette implication leur donnait à leurs yeux un droit au partage du pouvoir et des récompenses. Or non seulement ils ne reçoivent pas ces bénéfices, mais ils sont traités comme des sujets de seconde zone, bien en dessous des Arabes dans l'ordre impérial. Le point de rupture vient du maintien ou du rétablissement de la fiscalité sur les Berbères convertis, comme s'ils étaient restés non musulmans. L'impôt spécifique que le calife impose aux tribus berbères, malgré leur islamisation, est vécu comme une négation de leur statut de musulmans à part entière, et comme une humiliation intolérable. Le message est clair. Vous êtes bons pour combattre, mais pas pour gouverner ni pour bénéficier du butin ou des privilèges de la classe conquérante arabe. La révolte prend une tournure religieuse et idéologique car elle s'articule autour du kharidjisme. Comme dit précédemment, il s'agit d'un courant dissident de l'islam qui prône l'égalité absolue entre tous les musulmans, quelles que soient leurs origines. Ce message entre en résonance profonde avec les frustrations berbères. Il justifie la rébellion contre un califat considéré comme injuste, corrompu et ethnocentré. Ce n'est donc pas seulement une guerre contre un pouvoir fiscal, mais contre un ordre impérial inégalitaire fondé sur une hiérarchie ethnique entre Arabes et Berbères. Entre 739 et 742, le Maghreb connaît une véritable déflagration politique et sociale. La révolte berbère, initialement motivée par des revendications fiscales et ethniques, se transforme en insurrection de grande ampleur qui bouleverse durablement l'équilibre du pouvoir dans la région. Les troupes berbères, galvanisées par le message égalitaire du kharidjisme, infligent aux armées omeyyades une série de défaites écrasantes à tel point que l'empire islamique perd le contrôle effectif du centre et de l'ouest du Maghreb, correspondant aujourd'hui donc à l'Algérie et au Maroc.
La conséquence directe de ces victoires berbères est une désintégration complète de la présence impériale arabe dans ces territoires. Les représentants du califat sont tués ou chassés, les garnisons démantelées et les circuits d'impôts interrompus. Cette rupture va bien au-delà de la simple expulsion de l'administration. L'ensemble de l'appareil étatique omeyyade s'effondre. Il n'y a plus de collecte fiscale organisée, plus de juges nommés par le pouvoir central, et même l'usage administratif de la langue arabe recule fortement dans les zones rurales et montagnardes. On assiste à un véritable repli civilisationnel de l'islam impérial, incapable de se maintenir sans ses structures politiques et fiscales. Ce vide est partiellement comblé par des formes locales d'organisation berbère, souvent influencées par des doctrines religieuses dissidentes comme le kharidjisme, mais sans continuité étatique forte. Pendant plusieurs générations, aucun pouvoir central arabe ne parvient à reconquérir pleinement ces régions, qui évoluent de manière autonome, parfois même en opposition au califat. Seul l'Ifriqiya, correspondant donc à l'actuelle Tunisie, demeure solidement rattaché au califat omeyyade, puis ensuite abbasside. Cette exception s'explique par plusieurs facteurs. La région est historiquement plus sédentarisée et urbanisée, avec un réseau de villes héritées de l'époque romaine et byzantine, une population plus habituée aux formes étatiques et des élites locales partiellement intégrées à l'administration musulmane. C'est également en Ifriqiya que se maintiennent des centres religieux, juridiques et culturels arabes qui assurent une continuité politique avec l'Orient. La grande révolte berbère de 739-742 ne peut être donc réduite à une simple crise de fiscalité ou un épisode isolé de la rébellion tribale. Elle révèle en profondeur l'échec du projet impérial omeyyade d'intégration du Maghreb dans la structure politique, religieuse et administrative du califat. Cet échec repose sur une erreur fondamentale de stratégie impériale. Les autorités arabes ont cru que la conquête militaire suffisait à imposer une domination durable, sans prendre en compte la complexité des sociétés locales ni leurs attentes. Après la conquête, de nombreux berbères, souvent convertis à l'islam, espéraient bénéficier des droits accordés aux musulmans, l'exonération de la jizya, donc l'impôt sur les non-musulmans, l'accès au butin pendant les conquêtes, la reconnaissance de leur foi et la participation au pouvoir. Or, dans les faits, les structures impériales omeyyades restèrent fortement ethnocentrées. Les postes de commandement étaient réservés aux Arabes, les impôts continuaient d'être prélevés sans distinction et les Berbères étaient souvent traités comme des musulmans de seconde zone. Cette inégalité systémique a profondément miné la légitimité du pouvoir califal aux yeux des populations locales. L'intégration, au lieu d'être un processus de fusion, devient une relation hiérarchique jugée injuste, vécue comme une domination coloniale. Un pouvoir étranger, une langue étrangère, une administration étrangère. Les Berbères, bien qu'islamisés, ne sont ni associés au gouvernement ni reconnus comme une véritable partie intégrante de l'Oumma, la communauté des croyants de tous les musulmans. Cette tension entre islamisation religieuse et exclusion politique est le cœur de la crise. La révolte de 739 prend donc une signification bien plus large. Elle devient une rébellion contre un ordre impérial fondé sur l'inégalité et non contre l'islam lui-même. C'est pourquoi de nombreuses tribus rebelles adoptent la doctrine kharidjite, qui prône cette égalité absolue. Pour les Berbères, cette révolte devient un acte fondateur, une première affirmation collective d'un islam maghrébin distinct de celui imposé par Damas. Elle permet de forger une identité religieuse et politique propre, reposant sur l'autonomie des tribus, la résistance à l'arabisation autoritaire et l'appropriation sélective de l'islam. Pour les Omeyyades, en revanche, cette insurrection marque une blessure profonde. Elle détruit le mythe d'une conquête achevée, révèle les failles de leur autorité et affaiblit durablement leur pouvoir en Afrique du Nord. Incapables de restaurer une domination complète sur l'ensemble du Maghreb, ils ne conservent que l'Ifriqiya comme base arrière. Cette limitation territoriale et cette perte de contrôle contribueront à terme à l'affaiblissement général de la dynastie omeyyade
déjà confrontés à d'autres contestations dans l'Empire. La grande révolte arabe, en somme, est le moment où la conquête devient contestation, où l'unité impériale se fissure, et où le Maghreb commence à écrire sa propre histoire au sein du monde islamique. La conquête arabe du Maghreb, suivie de la conversion progressive des populations berbères à l'islam, n'a jamais été un processus entièrement linéaire ni pacifié. Si l'islam est devenu avec le temps un socle commun aux sociétés nord-africaines, l'arabisation politique et culturelle qui l'a accompagnée a souvent été perçue, hier comme aujourd'hui, comme une domination plutôt qu'une fusion. L'intégration des Berbères dans l'ordre impérial s'est faite sur un mode inégal mêlant coercition militaire, cooptation sélective, marginalisation religieuse et effacement progressif des langues et des cultures locales. Ce déséquilibre historique a laissé des traces profondes dans les structures identitaires du Maghreb. Encore aujourd'hui, les tensions entre arabité et identité berbère demeurent vives, en particulier en Algérie, où la reconnaissance de la langue amazighe comme langue officielle n'a été proclamée qu'en 2016, après des décennies de lutte. De nombreux berbères, notamment en Kabylie, revendiquent une histoire, une langue et une mémoire distinctes, souvent occultées par un récit national centré sur l'unité arabo-islamique. Ces revendications identitaires ne sont pas nécessairement en rupture avec l'islam, mais s'opposent à une arabité exclusive imposée par l'État post-colonial comme critère d'unité nationale. Ainsi, le Maghreb contemporain reste traversé par les héritages ambigus de la conquête, de l'islamisation et de l'arabisation. Ce passé, loin d'être révolu, continue d'alimenter des débats politiques, des mouvements culturels et des tensions parfois violentes. Il rappelle que l'identité des peuples nord-africains ne peut se réduire à une seule composante, mais se construit dans une histoire longue de confrontation, d'alliances et de résistance où les Berbères, loin d'être de simples sujets intégrés, ont toujours été des acteurs à part entière de leur destin. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de laisser un petit commentaire. Ça change vraiment tout au niveau du référencement et du placement de mes podcasts dans l'algorithme. Encore merci et à très bientôt pour de nouveaux podcasts.